9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans Culture Média ce matin, on est très heureux d'accueillir Leïla Slimani. Très heureux, c'est le mot. Bonjour Leïla Slimani. Bonjour. Vous êtes romancière, essayiste en quelque sorte, célèbre dans le monde entier depuis votre deuxième roman, c'était en 2016, Chanson douce, après Dans le jardin de l'ogre. Chanson douce qui frise le million d'exemplaires dans le monde, une quarantaine de traductions, 2 adaptations au cinéma, une française, une américaine. Après plusieurs essais, c'est pas que je disais vous étiez essayiste, dont un très remarqué, Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc. Vous revenez au roman avec le premier tome d'une trilogie, ça s'appelle Le pays des autres. Cette première partie a un titre, un sous-titre, La guerre, la guerre, la guerre. Il faut aller jusqu'à la page 276 pour comprendre la référence. Oui, tout à fait, c'est une référence à Autant en emporte le vent, à la première scène d'Autant en emporte le vent, où le personnage principal, Scarlett O'Hara, une jeune fille de 16 ans, dit sur un ton très désinvolte « La guerre, la guerre, la guerre, taratata, moi je me fiche de la guerre, je veux juste m'amuser ». Et c'était une manière de dire que les gens ont souvent l'impression que les femmes ont un rapport très léger aux grandes affaires humaines que sont la guerre, les problèmes politiques, comme si les femmes non seulement n'y comprenaient rien, mais ne les subissaient pas. Et évidemment, dans le livre, on va voir que c'est absolument faux et que les femmes mènent la guerre presque toute leur vie. C'est la saga d'une famille franco-marocaine qui est un peu votre famille, celle de vos aïeux. Mathilde, c'est une grande Alsacienne aux yeux clairs. Elle épouse un soldat marocain, un spahi, qui s'est battu pour la France en 39-45, qui a fait prisonnier, qui s'est évadé et qui va refaire sa vie avec elle, ou elle avec lui, à Meknès au Maroc. Et c'est un peu votre grand-mère. Oui, c'est inspiré de l'histoire de mes grands-parents, puisque tout ce que vous venez de dire, c'est réellement passé dans la vie de mes grands-parents. Ils se sont effectivement mariés après la Libération, rencontrés dans le village d'Alsace où mon grand-père était dans l'armée coloniale de Libération, et ils se sont effectivement installés à Meknès où ils ont exploité une ferme. Le reste, c'est de la littérature. Alors pour ce roman, vous êtes sorti du milieu bourgeois parisien qui était le cadre de vos 2 précédents romans. Vous vouliez parler de vous, c'est un livre très documenté. Comment vous avez travaillé, à partir de quels matériaux? Familial, historique, les deux? Les deux. J'ai commencé d'abord par travailler sur le matériau historique. Je voulais vraiment maîtriser complètement l'histoire de ces 10 années entre 1945 et 1955, parce que ce sont des années très complexes pour le Maroc, donc la montée du nationalisme, le début de la fin du protectorat. Donc j'ai lu des grands historiens. Et ensuite, la difficulté, ça a été d'avoir plutôt de la documentation sur la vie quotidienne de cette époque. Comment les gens s'habillaient, comment est-ce qu'ils mangeaient, comment est-ce qu'ils se rencontraient, comment la ville était construite. Donc j'ai dû appeler des historiens pour leur demander, est-ce que vous pouvez me dire s'il y avait des lampadaires dans telle rue à telle date? Est-ce que vous pouvez me dire si dans les cafés on servait tel type de nourriture? Donc c'était ça qui était assez amusant, travailler à la fois sur la grande histoire et sur le quotidien. Et puis aussi l'histoire de votre grand-mère. Bien sûr, moi j'ai eu de la chance d'avoir des grands-parents qui m'ont raconté énormément d'histoires et qui me les ont racontées avec beaucoup de détails. Surtout ma grand-mère qui était une conteuse hors pair. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que déjà petite, dans mon esprit, mes grands-parents étaient des personnages romanesques. Ils étaient à la fois mes grands-parents, c'est-à-dire des gens avec qui je vivais, qui s'occupaient de moi, qui me préparaient le goûter, mais c'était aussi d'autres personnages qui vivaient dans mon esprit, des gens dont l'histoire me paraissait extrêmement romanesque, pleine de panache. Alors ce qui est très original, c'est qu'on est à front renversé, c'est que le déracinement, qui est un sujet classique de la littérature, est abordé dans l'autre sens. C'est que c'est une Française qui va s'installer au Maroc, c'est votre grand-mère, elle va même apprendre l'arabe, et puis alors la narration navigue complètement. On est parfois auteur d'enfants, on est parfois avec la mère Mathilde, parfois avec le père Amine, la petite fille Aïcha, la vieille mère Amine, marocaine traditionnelle, le frère Omar, indépendantiste. Là aussi vous avez flotté, vous avez navigué. Oui, mais parce que je crois que c'était nécessaire pour raconter cette période qui était une période de grande confusion. Et sur l'époque coloniale, on a souvent tendance à vouloir juger, savoir qui sont les bons, qui sont les méchants, qui était de quel côté. Et ce que je voulais montrer, c'était que dans le présent de cette époque, en réalité, c'était beaucoup moins facile de choisir qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que je voulais multiplier les points de vue, pour que finalement le lecteur lui-même soit pris dans ce tourbillon dans lequel sont pris les personnages, et que finalement on n'arrive plus à savoir de quel côté on est. Mais même sur chaque personnage, il y a des contrastes. La petite Aïcha, elle va à l'école, elle n'a pas une tête de marocaine, mais elle n'a pas une tête de française. Elle est blonde, mais elle a des cheveux crépus. Ça se trouve, je me dis, c'est ses cheveux. Leïla Slimani, elle s'appelle Aïcha, mais elle va en classe dans une école catholique. Et alors à tous les gens qui disent, on connaît la doxa, qui s'enthousiasment, le métissage, quelle richesse, vous répondez autre chose, Leïla Slimani. Oui, le métissage, c'est une richesse d'une certaine façon, parce qu'effectivement, on porte en soi plusieurs cultures et qu'on a des connaissances peut-être plus grandes que d'autres, mais en même temps, c'est aussi une douleur, c'est aussi une soustraction. Le métissage a pour effet
que vous êtes toujours dépendant du regard de l'autre pour savoir qui vous êtes. C'est toujours l'autre qui vous dit si vous êtes assez marocaine ou pas assez, trop française ou pas assez. Ça, c'est pour vous. C'est-à-dire, quand vous êtes en France, on dit que vous êtes marocaine, C'est et quand ça. vous êtes au Maroc, on vous dit que vous êtes française. Donc finalement, vous devez être assez fort pour décider que vous êtes le seul à déterminer votre identité, pour accepter l'idée que vous n'allez pas laisser aux autres la possibilité de vous dire si vous êtes légitime ou pas, et si vous êtes assez blanc, assez noir, assez marron ou assez je ne sais quoi. Leïla Slimani, vous restez avec nous. On a plein de questions à vous poser et même des choses peut-être à vous apprendre.